Soumbil, le genre d'artiste qu'on pourrait écouter toute la vie. Soumbil, pour vous. Je suis tellement heureuse de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, heureux d'être là. Heureux d'être là, toujours heureux d'être là. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on le voit si jeune, mais il célèbre 25 ans de carrière. Merci infiniment. 25 ans de carrière. Et c'est la raison pour laquelle Soumbil est sur notre plateau. Bonjour et bienvenue encore une fois sur le plateau de C'est Midi. Merci beaucoup. Alors, donc les 25 ans de carrière, ça sera pour ce 2 mars, au Palais de la Culture. On attend à peu près 8 000 à 10 000 personnes, donc des délégations qui viennent d'un peu partout en Afrique. En tout cas, ça sera une très très grosse fête, voilà. Qui va rater ça? Franchement, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait rater ce spectacle? Ça sera du lourd, franchement, j'ai pas envie de me le faire raconter. Merci franchement. On vous y attend en tout cas. Voilà. Alors là, ça sera certainement le répertoire de l'artiste. On va égrener depuis... Tout le répertoire, l'historique de l'artiste et surtout une interconnexion entre toutes ces générations qui ont apprécié, qui connaissent la musique de Soumbil. Donc il y aura beaucoup d'inattendus, beaucoup d'imprévus. En tout cas, ça sera une grosse fête. Merci beaucoup. Merci infiniment. Soumbil, samedi 2 mars, du côté du Palais de la Culture. On le retrouvera, on va chanter, on va danser, on va s'amuser, on va passer un excellent week-end. Alors, je suis avec aujourd'hui le doyen Kassi, avec Raïssa Diaby et avec notre amie Priscille, la pédameuse. Et je suis sûre que ce n'est pas terminé parce que vous attendez quelqu'un. Oui, je suis là, Caroline, je suis ici, dans le cas de Gassio. Je suis dans le cas de Gassio, là ça va pas du tout. Les femmes sont révoltées. Et donc, ici c'est l'été, nous sommes ici dans le cas, les insultes. Là, il a... Attendez, vous n'êtes pas pris les filles. Pardonnez. Merci beaucoup. Ah ouais. Ce n'est qu'une mise en scène. Je dirais que ce n'est que de la fiction. Ouais, si c'est vrai, là, qui va s'asseoir ici? Qui est fou pour faire ça là? On va comédie, mais comédie là, ça se limite. Hein. Ben là, je suis un journaliste international, vous avez vu, c'est les risques du métier. C'est ce que j'ai essayé de mettre en exergue un peu pour dire que les journalistes, voilà comment ils souffrent, vos enfants qui vont au front. Vous avez vu tout à l'heure le journaliste, ça c'était pas moi. C'était le journaliste qui s'est retrouvé de l'autre côté. Et chaque fois... Merci beaucoup. Merci. Dr Philo, vous faites bien d'en parler parce que celui que nous allons recevoir aujourd'hui a un goût prononcé pour les risques. Journaliste, j'ai réussi à infiltrer les djihadistes au Burkina Faso. Bledson Mathieu, c'est son nom, son portrait tout de suite. Bledou Kan, dit Bledson Mathieu, est journaliste-reporter. Il est né à Apron-Pronou, dans le département d'Abengourou, le 1er décembre 1966. Mathieu Bledson est très porté sur l'actu, la culture générale et l'humour. Il est marié et père de 4 enfants. Il occupe actuellement les fonctions de secrétaire général adjoint de la rédaction de Fraternité Matin et chargé de cours dans une école à Dzopé. Notre invité est également doté d'un DSS en communication et en gestion des ressources humaines et d'une maîtrise en mathématiques. Curieux, journaliste passionné, il a réussi à infiltrer un groupe djihadiste au Burkina Faso. Restez avec nous pour connaître les détails de son histoire. Bledson Mathieu qui nous rejoint donc sur le plateau de ces midis sous les ovations, bien sûr, du public. J'ai failli dire les téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Installez-vous, allez-y, bienvenue. Journaliste, j'ai réussi à infiltrer les djihadistes au Burkina Faso pendant que notre invité s'installe. Retrouvons à présent Dr Philo pour son opinion sur le thème. C'est mon avis avec Dr Philo. Merci beaucoup.
Ouais, mais c'est pas le thème fait déjà peut infiltrer les djihadistes. Vraiment, un journaliste, c'est pas n'importe quel journaliste. Hein. Et en même temps, même, le risque même est déjà dans le nom de journaliste. Parce qu'un journaliste, c'est celui même qui fait un journal. Et d'un moment à l'autre, il peut se retrouver sur la liste des morts ou sur la liste des vivants. C'est ça que journaliste. Il peut être sur les deux listes d'un moment à l'autre. Il peut être sur les deux listes d'un moment à l'autre. Et le journaliste, oui, mais le journaliste, c'est l'interprète même de la curiosité publique. Vous allez dans les kiosques à journaux, vous êtes content. Ils ont fait ça. C'est quelqu'un. Dites-vous que c'est quelqu'un qui est allé là-bas qui vous a rapporté ces faits-là. Donc, regardez. Qui ne risque rien n'a jamais rien. La vie est un risque. Tout ce qu'on fait, le jour où vous avalez votre langue, vous allez savoir que votre travail est dur. C'est comme ça, vous êtes en train de parler, vous avalez votre langue un jour. Ça peut arriver. Il y a des risques dans tous les métiers, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. J'ai touché du bois? Oui, toucher du bois. Ok, j'ai touché du bois. Mais je veux dire que c'est les risques. C'est les risques du métier. Non, il n'est pas gentil. Infiltrer un cas de djihadiste, ça, vraiment, franchement, chapeau à vous. Chapeau à vous, chers collègues. Vraiment, chapeau, parce que rien qu'entendre le nom djihadiste déjà, parce que eux-mêmes, le nom même déjà, là, ils ont déjà tué 10 personnes. Djihadistes. Ils ont déjà tué 10. Donc, d'abord, ça c'est le plan. Et s'ils vont maintenant au front, et c'est des gens qui défendent une certaine doctrine politique, religieuse, donc à travers la violence. Donc, quand vous les infiltrez, mais c'est votre vie, vous mettez en péril. Moi, franchement, je ne veux pas être journaliste de guerre ni politique. Je vais être culturel. Je vais aller regarder le concert de Soumbil pour dire si j'étais plein ou pas. Là, c'est facile. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un, il n'y a pas d'âme là-bas. Et toi, mais tu regardes le spectacle, tu es content. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je voudrais poser une question au doyen Kassi. Doyen Kassi, est-ce que vous êtes capable de risquer votre vie pour votre métier? Non, mais je ne choisirai jamais un métier où je suis obligé de faire ce qui m'effraie. Je choisirai un métier où je me sens à l'aise. On est dans une société où chacun a sa place. Le peureux a sa place, le courageux a sa place, le brave a sa place. Le peureux a sa place et le courageux a sa place. Elle est bien envoyée, celle-là. Nous allons retrouver à présent Chris Paterne à Sémian pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Paterne à Sémian. Êtes-vous capable de risquer votre vie pour votre métier? Et c'est la question de ce micro-trottoir. Oui, bien sûr, si c'est pour sauver des vies, pour venir en aide à des personnes, je suis prête à risquer ma vie. Normalement, mon travail, c'est d'aller sauver des gens. Si je dois apporter assistance à des personnes qui sont dans des zones vraiment reculées, mais ils sont en danger, il faut aller leur apporter assistance. Pourquoi refuser? Nous travaillons pour vivre. Nous ne vivons pas pour travailler, mais nous travaillons pour vivre. C'est un moyen d'existence. OK? Et donc, le trésor le plus précieux, c'est la vie. Il y a un grand sage qui a dit « Une seconde de vie est plus importante que la vie qu'a menée le plus grand roi au monde. » Bon, dans tout métier, il y a des risques. Il y a des risques liés d'abord au transport, parce qu'il faut aller au travail chaque matin. Et donc, vous êtes exposé, puisqu'il peut y avoir des accidents. On peut mourir pour le métier. C'est une passion. Quand vous ne faites pas le travail avec passion, ce travail-là, ce n'est pas la peine de le faire. Voilà, quelque part, il faut mettre du sien. Il faut travailler avec passion. Et nous, notre métier que nous faisons, nous l'avons choisi avec passion. Quand on fait un métier, on aime d'abord le métier. On aime ce métier. Donc si on aime ce métier, on est prêt à prendre des risques pour ce métier. Je prends l'exemple d'un militaire. Le militaire sait qu'il est appelé à servir son pays. Donc il est prêt, il est appelé aussi à perdre sa vie. Parce qu'avant de prendre fonction, il prête serment. J'aimerais être gendarme. Je suis capable de perdre ma vie pour l'amour que j'ai pour ce métier. Moi, je pense que oui, c'est possible. Vous savez, quand on aime quelque chose, on le fait avec son corps, son âme, quoi. On y met vraiment tout son être. Du coup, il y a certains risques qu'on minimise. Vous savez, quand vous aimez quelque chose, quand on vous dit, écoutez, allez mollo, c'est pas bien et tout ça, vous écoutez pas. Tout ce que vous savez, c'est que vous aimez cette chose. Et cela peut vous conduire à prendre des risques parfois inconsidérés. De toute façon, vivre, c'est déjà un risque. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui avec Bledson Mathieu, journaliste, secrétaire général de rédaction adjoint de Fraternité Matin. Mais avant, vous étiez à Ivoire Soir, groupe Nouvel Horizon, Wish, et puis aujourd'hui à Fraternité Matin. Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que vous êtes journaliste, hein, mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé à aller affronter, je dirais, les djihadistes?
Bon, affronter ça, Le mot est peut-être fort, mais c'est comme ça que moi je le perçois dans ma tête. C'est sûr que j'ai cherché à les éviter. J'ai tout fait pour être dans leur zone, mais vraiment, je n'ai pas cherché à les affronter. On restera sur le thème infiltré alors. Oui. Si ça vous sied. Oui, absolument. D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à y aller? Bon, c'est le métier, la passion. C'est la passion du métier. Je pense que ce métier de journaliste, il faut l'exercer parce que tu es passionné. Et dès lors que tu es passionné, il y a la curiosité qui t'amène, qui fait que tu t'oublies, tu oublies le danger, tu te dis, il y a une information, je vais la prendre, et alors tu uses de tous les moyens pour arriver pour la prendre. Voilà, souvent le problème qui se pose, et ça je l'ai vécu dans ce reportage, tu as maintenant l'information, donc il n'y a plus d'excitation, il faut faire demi-tour. Mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, je veux dire, qui devait aller récupérer ces informations-là, mais pourquoi vous? Bon, tout à l'heure, vous avez dit, je suis secrétaire général adjoint de rédaction, je coordonne la rédaction et j'envoie souvent des journalistes en mission. Personnellement, je ne pourrais jamais envoyer un journaliste sous mes ordres dans cette mission. Donc, il y a des missions qu'on fait quand on la sent. Ce n'est pas un reportage banal. Tout à l'heure, il a parlé du conseil de Sombil. Oui, ça, quand on reçoit la demande, on affecte un journaliste là-dessus. Aller dans une telle zone, il faut y aller soi-même. Et pour ce genre de mission à risque, est-ce que c'était la première fois où vous en avez vraiment l'habitude? Bon, vraiment, c'est la première fois à ce niveau de risque. Jusque-là, ce que j'ai fait est gérable parce qu'on a toujours un contact qui vous permet, qui balaye le terrain, informe certaines personnes, dit on va recevoir un journaliste, c'est mon gars, ne vous en faites pas, il n'écrira pas ça, il n'écrira pas ceci. Donc il donne un certain nombre de garanties. C'est vraiment la première fois que je vais dans une zone où je connais personne, où personne ne me connaît. Voilà. Je veux surtout vous emmener sur le terrain des missions précédentes que vous avez exercées avant d'aller au Burkina Faso. Ça va être un peu bizarre de le dire, mais la mission la plus compliquée que j'ai faite, c'est sur Abidjan. D'accord. À l'époque, je travaillais encore sur les ordres de violence qu'on a. Il m'avait été demandé de jouer les fous à Abidjan. Ça, c'était, je crois... Jouer les fous? Oui. De toutes les missions que j'ai faites, c'est ça qui m'a semblé, jusqu'à aujourd'hui, que je ne peux pas répéter. Pourquoi? Voilà, c'est-à-dire sortir de ce soir, s'habiller comme un fou, aller fouiller les poubelles, aller rencontrer des copains. Je suis même venu à l'époque à la télé, j'avais beaucoup d'amis quand même, mais on ne m'a pas laissé entrer. Voilà, c'est un endroit où j'entrais régulièrement, et je reviens là, on me dit non, c'est pas possible, j'allais rendre visite à des amis. J'ai même dragué. Étant fou? Oui. C'était quoi l'objectif de cette mission finalement? Bon, cette mission, tu te dis, bon, écoute, c'est le Burkina, le nord du Mali, c'est pas très loin de la Côte d'Ivoire. Tu prends un avion, tu es à Ouaga, en 3 heures de temps, tu es dans cette zone. Il y a des populations qui y vivent, il y a des gens qui sont peut-être... qui passent leur quotidien. Essayons d'y aller. Donc, on n'a aucun plan. C'est-à-dire, je prends l'avion, j'arrive à Ouaga, je n'ai aucune idée. La seule chose, c'est que je suis motivé et je me dis, arrivé là-bas, je vais improviser. Non, non, en fait, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, avant d'aller au Burkina, il n'y a pas une préparation préalable? Vous savez que vous devez infiltrer les djihadistes pour ce niveau de risque-là. Est-ce qu'il n'y a pas une préparation avant d'y aller? Lorsque tu dois infiltrer, par exemple, ça je l'ai déjà fait, le milieu des vendeurs de drogue, la préparation consiste à trouver un contact. C'est le plus important dans notre métier. Il faut trouver un contact. C'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise ce lieu et que tu lui dis, écoute, moi je vais y aller, on n'a qu'à trouver une forme d'entente. Vous vendez par exemple de la drogue, je ne viendrai pas dire exactement où vous vendez vos drogues pour ne pas que les policiers vous tombent là-dessus. Mais par contre, je veux savoir comment vous procédez. Donc bien souvent, s'ils ont l'habitude de le vendre à l'est, ils vous reçoivent à l'ouest pour ne pas que vous arriviez à le localiser. Et même mieux, par précaution pour soi-même, parce que ça c'est vraiment une approche journalistique, tu sais que ta vie est en danger. Elle est en danger pendant que tu es là-bas, mais elle est surtout en danger pendant que tu reviennes. Évite d'avoir accès à des informations top secrètes. Ça c'est la meilleure protection possible. Alors, le 30 janvier, vous prenez votre vol, vous arrivez donc au Burkina Faso. Le 31, vous êtes à Djibo et coup du sort, quelque chose se produit cette même nuit. Oui, Djibo, c'est la ville frontière avec la zone djihadiste. La ville qui est sous contrôle force royaliste pour comparer à notre crise de 2002, pour ceux qui sont encore... pas trop jeune, ça fait 17 ans quand même. C'est Tiébissou. On avait une rébellion à Bouaké et Tiébissou est la dernière ville. Donc, je me débrouille, j'arrive à Djibo. Ça, c'est pas très compliqué. Il fallait juste avoir des véhicules qui vous conduisent, des chauffeurs qui acceptent de conduire. Et puis, j'arrive dans cette ville, elle est parfaitement sécurisée, il n'y a aucun problème. J'ai dit, bon, je passe la nuit et puis demain matin, je verrai comment affronter
la zone sous contrôle djihadiste. Bon, la même nuit, les djihadistes sont arrivés, ils m'ont trouvé là. Voilà. Donc, en fait, ils m'ont effrayé un peu plus, mais ils m'ont facilité la tâche. Quand vous dites qu'ils vous ont facilité la tâche, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Bon, parce que cette nuit-là, j'ai pris une chambre d'hôtel la plus sécurisée possible, selon ceux qui étaient mes guides, selon aussi les forces de l'ordre qui étaient là-bas, parce que j'ai rencontré toutes les forces en position là-bas. Et ils m'ont dit, ce coin-là, il est beaucoup plus sécurisé, parce que d'abord, c'est un tout petit hôtel, Blanc ne vient pas là-bas, bon, allez-y, c'est bon. Et j'arrive là-bas, il y avait une école primaire derrière. En fait, l'hôtel n'a pas été attaqué, mais l'école primaire qui est juste derrière a été attaquée. Ils l'ont fait sauter le bâtiment. Ça fait donc trembler. Ce n'est pas un bâtiment très solide. Tout ce qui était dans l'hôtel est tombé par terre. Voilà. Ben, le problème, c'est quand il fait nuit, tu es dans une chambre, tu entends un bruit assez fort. Tu n'as aucune idée de ce que ça représente. Est-ce que c'est votre hôtel qui est attaqué? Est-ce que c'est l'hôtel qui va sauter? À ce moment bien précis, tu n'es plus journaliste, tu deviens homme. C'est-à-dire que la peur suffit. Et tu te demandes, mais je suis venu faire quoi ici? Et vous allez passer combien de temps à Djibo? 10 jours? 10 jours, oui. En rentrant dans les petits villages dans lesquels vivent effectivement les djihadistes. Mais déjà à l'aéroport à Ouaga, il y avait quand même une scène qui m'a un peu, à la limite, effrayé. C'est-à-dire, à l'aéroport, on donne une fiche assez longue que je n'aime pas d'ailleurs dans les aéroports où il y en a. Mais il fallait remplir. Oh, tu viens faire quoi? Tu dors où? Tu habites où? Donc je remplis. Le gendarme me regarde, il me dit, vous venez faire quoi? Il dit, je m'en vais dans la zone djihadiste. Il appelle son collègue, il dit, le monsieur a dit, il va aller mourir. Il dit, non, je n'ai pas dit ça. Il dit, si vous voulez y aller, achetez vos cercueils avant. Et puis, bon, est-ce que ça vous a effrayé? Non, ce qui va m'effrayer, c'est ce qu'il va me dire plus tard. Après, il m'accompagne et me dit, bon, écoute, tout à l'heure, j'ai dit d'acheter le cercueil, c'est pas la peine, hein, c'est pas vraiment, c'est pas indispensable. Parce que si vous y allez, vous allez sauter sur une mine. Donc, vous n'avez même pas besoin d'en faire. Voilà. C'est si sérieux que cela. Donc, tout le temps, quand je m'en vais, au fur et à mesure que j'approche, il y a des gens que j'interroge, disent, on ne va pas là-bas. Où tu veux aller, on ne va pas là-bas. Pour l'instant, on n'a pas encore vu quelqu'un qui te ressemble, qui est allé, qui est revenu. Ceux qui vont là-bas, ils sont comment? Ben, ce sont les bergers qui y vont. Okay. De toute façon, je vais entrer dans cette zone en me faisant passer pour un berger. C'est pour ça que vous avez vu toutes ces tenues-là. Le problème, c'est que la plupart des bergers, ils sont peuls. Et la première chose qu'on m'a dit, bon, tu as une tête trop grosse pour être un peul. Ah oui. Depuis le départ, donc à l'aéroport, on essaie de vous effrayer, même de vous avertir et tout ça. Je veux savoir, avec tout ça, avec le fait qu'on vous ait prévenu, vous êtes quand même allé. Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Vous avez parlé tout à l'heure de quand vous entrez dans une zone où il y a la drogue, automatiquement vous allez pour savoir qui vont, comment ça se passe, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous cherchez chez les djihadistes? Je voulais voir comment les peuples, parce que c'est des gens qui ont pris en otage un certain peuple. Je veux voir comment ceux-là vivent. Ce qui m'intéressait, ce n'est pas les djihadistes eux-mêmes, mais ceux qui sont pris en otage, comment ils vivent. Et puis ces djihadistes, lorsqu'ils ne sont pas en action, qui sont-ils? Comment se comportent-ils? C'est des hommes comme nous, c'est des hommes qui ont des relations normales. Est-ce que ces gens sont plaisantes entre eux? Comment sont-ils en fait? Puisque jusque-là, de ma fonction de journaliste, quand on entend parler d'un djihadiste, en réalité, non, on le voit mort. Voilà. De tous les attentats qu'il y a eu dans le monde, bon, vraiment on le voit mort. Alors c'est une vieille photo du monsieur qui était dans le on dit, bon, voici un djihadiste, voici Ben Laden, mais tu ne l'as jamais vu en action. Qui sont-ils ces messieurs-là? Donc c'est ça les deux préoccupations. Maintenant, est-ce que j'avais peur? Mais plus on me dit c'est dangereux, mais plus vraiment j'avais envie d'y aller. Plus on dit c'est dangereux, mais plus j'avais envie d'y aller. J'ai pas envie de dire que vous avez un comportement suicidaire. Mais vraiment, je pense que c'est certainement pour l'amour du métier. Plus tard, on reviendra donc sur les résultats et ce que cela a pu apporter, on va dire, aux dirigeants africains. Mais je voudrais qu'on puisse revenir sur les moments de grande frayeur, mis à part le fait qu'on vous ait fait peur à l'aéroport, mais en pleine action, lorsque vous êtes sur le terrain, qu'est-ce qui vous fait regretter d'être sur ce site-là? Oui, j'ai eu deux moments de frayeur où vraiment, je parlais tout à l'heure de l'attentat qui a eu lieu derrière l'hôtel, mais en fait, c'est rien du tout. C'est rien du tout. La véritable peur que je vais avoir, c'est lorsque je suis avec les peuls et qu'ils me disent, bon écoute, c'est pas très compliqué pour marcher, il faut suivre un bœuf. Pourquoi? Parce que la zone est minée et le bœuf est plus lourd que l'être humain. Donc, quand il met ses pattes là, ça veut dire que si lui n'a pas sauté, c'est qu'il n'y a pas de bombe. Donc, je suis le bœuf. Le problème du bœuf, c'est que quand il voit une touffe d'herbe, il dévie, il fait des centaines de mètres.
Et moi, à un moment donné, quand même, il fait chaud. Je ne sais pas quelqu'un qui habite le chaud. Il fait chaud, j'ai soif. Et je dis, bon, écoute, je le laisse aller et puis je m'arrête. Quand il va reprendre la voie, je vais le suivre. Il reprend la voie et je veux aller. Le gars me dit, Yamine, donc tu es obligé de faire le même détour que lui. Tu vois. Et puis il me dit, bon, si tu ne fais pas ce qu'il dit, tu sais ce qui va t'arriver, tu vas sauter sur une mine. Les mines que nous on met ici, et là, à ce moment, il dit nous, donc je commence à comprendre qui il est. Ça ne va pas te tuer sous le champ, ça va couper tes pieds. Et puis ça coupe tes pieds. Nous, on va te laisser ici. Hein. Quand il le dit, je me dis, bon, souvent on dit des choses pour effrayer les gens. Puis après, je rends compte que ceux avec qui je suis n'ont pas de véhicule. Et ils ne sont pas des médecins, en tout cas, ils ne ressemblent pas du tout à des médecins, aucun médicament. Donc ça veut dire quoi? Si tu sautes sur une mine, tu vas agoniser jusqu'à la mort. À ce moment-là, vraiment, j'ai commencé à avoir peur. Là, sérieusement, j'ai commencé à avoir peur. Non pas de la mort, mais de l'étape à partir de laquelle tu te retrouveras en plein soleil avec 2 pieds en l'air, enfin 2 pieds qui n'existent plus. Voilà. Et puis, bon, voilà. Ça, j'ai eu peur. Alors, voilà. J'aimerais que vous puissiez éclairer notre lanterne sur djihadistes, parce que ce sont des thèmes qu'on entend, mais est-ce qu'on arrive vraiment à faire la différence? Quelle est la différence entre un djihadiste, une bande armée, un terroriste? Oui, quand j'étais dans la zone, j'avais demandé quand même à ceux avec qui j'étais, parce qu'en temps je reviendrai là-dessus, j'ai dû me présenter à un groupe, sinon il n'y avait aucun problème. Tout le monde allait me suspecter, c'était plus dangereux pour moi. J'ai dû me présenter à un groupe, et à ceux-là, j'ai demandé, est-ce que je peux rencontrer un de vos chefs? Bon, ils ont tenté, et puis ils ont dit, bon, c'est pas la peine, c'est impossible. Donc je reviens à Ouaga, et le monsieur me trouve à Ouaga dans l'hôtel dans lequel j'étais. Il me trouve là, il me dit, bon, écoute, je suis venu parce que tu as demandé à me rencontrer. J'ai dit, tu es qui? Il dit, chef djihadiste. Toi, chef djihadiste? Il dit, oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il le prouve? Il dit, écoute, chez nous, on ne se balade pas avec des nominations. Chez nous, on ne se balade pas avec des cartes de visite ou des cartes professionnelles. Bon, je suis venu parce que voilà où tu étais, voici déjà qui tu étais, voici ce que tu as fait. Et je suis venu te voir justement parce que vous, les journalistes, et nous, en fait, on est partenaires. Je voulais demander, toi, ce que tu fais, et puis moi, ce qu'ils font, on est partenaires. Mais, bon, je me dis, tant qu'à faire, autant ne pas l'effrayer davantage parce que, bon, il ne sait même pas comment il est arrivé dans mon hôtel. Et il me dit, la seule chose que je viens de te dire, c'est que vous confondez terroristes, djihadistes et puis bandes armées. Okay. Il dit, toi, tu es qui? Il dit, les bandes armées. Ton métier, c'est quoi? Il dit, eux, c'est des trafiquants. Ils vendent de la drogue, ils vendent de la contrebande. Beaucoup plus de produits de contrebande, notamment la cigarette. En tout cas, il m'a bien montré. Et que pour faire passer ces produits-là, certains pays, avec leur loi, disent que ce n'est pas de bons produits. Donc, eux, ils ont besoin de territoires où il n'y a aucun pays. C'est pour ça qu'ils attaquent les villages. C'est pour ça qu'ils ont pris le nord du Mali. C'est aussi pour ça qu'ils ont pris certains villages du Burkina. Que la différence entre eux et puis les terroristes, c'est qu'ils ne tuent pas l'homme. Quand ils attaquent, au moment de l'attaque, il n'y a pas de problème, c'est des combats. Mais après, ils laissent le village. Maintenant, il y a les djihadistes. Les djihadistes, ce sont des gens qui prêchent la charia, qui pensent que tout le monde doit être voilé, qui pensent que tout le monde doit faire ceci. Mais eux, ils aiment prêcher. Effectivement, dans certains villages burkinabés, quand ils arrivent, ils ramassent tout le monde, ils tuent le chef du village, ils tuent le président des jeunes, ils chassent l'imam et puis eux-mêmes deviennent imams et ils prêchent. Ceux-là ne savent pas comment on prend un village, mais ils ont beaucoup d'argent. Donc eux, ils leur prêtent leur service. Et puis il y a les terroristes, ceux qui sont prêts à aller mourir, qui eux, quand ils font une attaque, ils attendent la réplique des forces de l'ordre. Ils disent, c'est vraiment la différence. C'est-à-dire, lui, il vient, il tue une ou deux personnes, il dit, on ne tue pas beaucoup de personnes, on veut juste effrayer, et vous, les gens, vous nous aider, parce que justement, sans vos travail, quand on arrive, il va falloir tuer beaucoup de personnes avant qu'on sache que le terroriste. Bon, voilà un peu comment... Très rapidement, avant d'aller à la pub, allez-y. Moi, je veux savoir, vous avez infiltré le groupe des djihadistes. Ils ne vous ont pas demandé, par exemple, de tuer quelqu'un, de porter une arme, une bombe pour prouver votre loyauté, votre sincérité? Non, je n'ai pas intégré le groupe. Non, je n'ai pas du tout intégré le groupe, parce que justement, quand tu intègres le groupe, ils te mettent au combat. Hein. Ils m'ont bien expliqué, c'est des jeunes qui ne partagent pas forcément leurs convictions, ils les prennent et ils leur donnent des armes et puis ils les mettent au front. Voilà, tu as l'ennemi en face, il tire sur toi, tu as une arme, si tu veux, retourne-toi contre nous, mais ils vont te tuer d'abord parce qu'eux ne sauront même pas que tu n'es pas avec nous. Non, je n'ai pas intégré réellement une bande armée, ça vraiment. Mais il fallait l'intégrer pour aller jusqu'au bout de vos recherches. On compte sur vous, Philo, pour le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons marquer une pause. On part pour la pub. À tout de suite. C'est midi, c'est ça.
de C'est Midi, nous parlons aujourd'hui d'un phénomène assez dangereux. On parle du djihadisme. Eh bien, il faut dire que ce sont environ 19 000 personnes qui ont été tuées dans le monde par des terroristes en 2017. Et nous avons un homme courageux sur ce plateau qui témoigne à visage découvert. Il est allé à Djibo. Il nous revient forcément avec quelques informations relatives au djihadisme. Mais avant, le doyen. Oui, j'avais demandé à intervenir. En fait, je dis merci à notre invité. Les informations que vous nous livrez ici sont très précieuses. Vous avez risqué votre vie pour les obtenir. Et c'est toujours bien de voir quelqu'un qui exerce son métier avec beaucoup de bravoure comme vous. Vraiment, je tiens à vous dire merci et félicitations. Merci beaucoup, Dr Philo. Oui, je veux savoir, parce que lui qui a fréquenté les djihadistes pendant un certain moment, on se dit que bon, il est imprégné de la situation, puisqu'on nous dit quelque part que la violence est une forme de faiblesse. Est-ce que les djihadistes sont faibles? Bon, d'abord, ce n'est pas des gens très courageux. Hein. Ce n'est pas vraiment du tout des gens très courageux. À part ceux qui acceptent d'aller mourir parce que quand ils meurent, c'est des jeunes à qui on a fait croire que sur Terre, il n'y a aucun plaisir. Que le meilleur plaisir, c'est lorsque tu meurs au nom de Dieu sur le théâtre. Mais ceux-là ne sont pas beaucoup. Le gros lot est constitué de gens aussi peureux. Ça, j'étais avec eux, j'avais peur, mais eux aussi ils ont peur. C'est justement cette peur qui fait qu'ils provoquent la peur chez eux pour ne pas qu'on vienne les attaquer. Ils font beaucoup de bruit pour qu'on ait peur d'eux parce qu'eux-mêmes, ils ont peur. Et vous n'avez pas peur d'être sur le plateau à visage découvert? Bon, non, puisque j'étais avec eux là-bas quand même à visage découvert. Je suis parti pour le compte de Fraternité Matin. J'ai produit mon article dans Fraternité Matin. Bon, vraiment... C'est vrai que la télé, c'est vraiment autre chose, j'imagine. À l'issue, on va dire, de cette enquête-là, qu'est-ce qu'il en ressort? Parce que c'est un phénomène dont on peine à trouver des solutions. En quoi est-ce que cette enquête que vous avez menée va aider les différents chefs d'État? J'ai fait dans l'interview, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Et il m'a dit quelque chose que le chef d'État burkinabé a répété une semaine après en disant que quand il est arrivé au pouvoir, des djihadistes sont venus le rencontrer pour faire passer un deal. Ce sont des gens, le premier groupe veut faire passer de la machinerie contrebande. Est-ce qu'un État doit y planter? Est-ce qu'un État ne doit pas y planter? Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour le contrer? Tout à l'heure, il a dit qu'il y a des gens qui passent leur vie, consacrent leur vie à une cause. Il faut dire que si nous sommes là, c'est aussi parce qu'il y a des forces de l'ordre. Il y a des spécialistes de lutte contre le terrorisme. Je suis allé rencontrer les djihadistes, mais j'ai vu ceux qui luttent contre ça, notamment en Côte d'Ivoire. C'est vrai que bon, le terrorisme, c'est le problème de la sécurité. C'est-à-dire quand on sort de ce soir, on va au boulot, on rentre, qu'on n'a aucun problème, on ne sait pas que des gendarmes, des policiers ont travaillé. Ouais. C'est le jour où on fait l'objet d'une agression, on se dit, mais attends, est-ce qu'il y a des policiers dans ce quartier? Mais la Côte d'Ivoire, par exemple, a des méthodes de lutte très perfectionnistes. Ça, je peux vous le dire, on ne peut pas rentrer dans les détails de toute façon. Moi-même, je n'ai pas ces détails-là. Mais il y a vraiment des gens qui ne dorment pas, qui nous protègent, sauf qu'on ne sait même pas. Voilà. D'accord. Si le temps nous le permet, on va approfondir ces réponses-là. Mais avant, merci de recevoir Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Bonjour Paulus. Bonjour à vous chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. On se rend sur notre page Facebook C'est Midi. On va prendre que 2 réactions, notamment celle de Charo Wise et Alex. Il dit, est-ce que vous avez informé votre famille avant de partir et comment a-t-elle réagi? Je ne sais pas qui est ce téléspectateur, mais ce n'est pas des missions, on informe ses proches. On n'informe pas parce que tu ne peux pas faire partager cette passion. Tu n'as pas envie de mettre quelqu'un mal à l'aise, tu n'as pas envie de faire pleurer des gens avant que leur papa ne meure ou que leur mari ne meure. Dit, bon, de toute façon, où je m'en vais, je peux venir ou ne pas venir. Si la personne doit pleurer, bon, c'est quand je mourrai, autant la laisser. Non, on ne peut pas informer ses proches, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, non. Même certains de mes collègues, non. Mon patron, Venance Conan, oui. Amédée Assis, oui. Et puis, les membres de l'encadrement, mais c'est pas...
Parce qu'en fait, tu sais que tu veux y aller et que personne n'est prêt à te dire il faut aller. Personne. Donc, ça sert à quoi, voilà. D'accord. Ouattara Allemand Djibril, il dit rechercher des informations au péril de sa vie. C'est la preuve que vous aimez votre métier, vous êtes bien parti dans ce métier. Et c'est clair que le vrai journaliste est aussi un combattant parce que dans sa tâche, il va braver tout obstacle et danger du terrain pour recueillir l'information qu'il recherche. En tout cas, beaucoup de courage à vous. Et c'est ce qui ressort de l'ensemble des 250 réactions concernant la publication de cette émission. Merci infiniment. Oui, rendez-vous demain, toujours à la même heure. On est ensemble, Police Agathon. Alors, nous avons pratiquement terminé notre entretien avec M. Bledson Mathieu. J'avais souhaité quand même qu'on aille un peu plus en profondeur sur les résultats de cette enquête-là. Vous nous avez donné certes quelques éléments, mais je ne suis pas encore très satisfaite. Je veux dire, à quoi ces résultats vont servir? Bon, je pense d'abord qu'il y a quand même un objectif aussi assez intéressant que la direction générale de Fraternité Martin visait, c'est de montrer quand même aux Ivoiriens que ces histoires d'attaques terroristes ne sont pas loin de nous. Hein. Les terroristes étaient d'abord en Algérie. À la faveur de la crise libyenne, ils sont venus s'installer au Mali. Du Mali, ils ont pris une partie du territoire burkinabé. Quand j'étais là-bas, ils ont attaqué un village à 80 km de nos frontières. Et ils y sont depuis 2015 en plus. Absolument. Et chaque jour, ils gagnent du terrain. Le fait d'y aller peut prendre la conscience qu'en fait, ce n'est pas très loin de chez nous. C'est vraiment pas très loin. C'est vraiment pas loin. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter ici en Côte d'Ivoire? Oui, sauf qu'il y a lieu de s'inquiéter. On ne peut pas dire que le risque de route n'existe pas. Mais sauf que j'ai dit tout à l'heure qu'une autre partie de cette enquête a permis, moi en tout cas à mon niveau, de savoir est-ce que nous sommes sous protection. Et lorsque vous le demandez avec insistance, et lorsqu'on sait que vous venez d'une zone assez risquée, on dit ce monsieur-là, on peut lui permettre d'accéder à un certain niveau d'information. Et je peux dire qu'on a quand même assez, on peut dormir assez tranquillement. Il y a le monde entier qui est représenté en ce moment au Burkina pour le FESPACO. Oui, pour le FESPACO, il n'y a vraiment pas d'inquiétude. Les sites sont hyper sécurisés. D'accord. Hyper sécurisés, mais vraiment hyper sécurisés. Le problème, c'est qu'après le FESPACO, et puis le mouvement normal de ces djihadistes, parce que ce n'est pas facile pour nos forces de l'ordre de temps, puisque un djihadiste, moi, j'y suis allé, mais eux, ils viennent. Le monsieur que j'ai rencontré à Ouaga, quand je lui ai dit, mais est-ce que vous souvent venez à Abidjan, il dit, quand on quitte Ouaga pour aller à Abidjan, c'est qu'est-ce qu'il faut de plus? Toi qui t'en vas demain, là, tu as quoi de plus? Si tu veux, on va ensemble. Je lui ai dit, pardon, il faut laisser ici. Pardon, laisser ici. Voilà. Très bien. À la limite, vous avez risqué votre vie, on va dire, pour votre métier. Ce que je veux savoir, vous êtes parti, vous avez mené les enquêtes, vous êtes revenu. J'ai envie de dire, vous êtes un tant soit peu, certainement le premier Ivoirien qui est passé par là. Est-ce que votre métier vous l'a rendu quand vous êtes revenu? Les gratifications? Par rapport à la maison et tout, parce que c'est quand même un acte héroïque ce que vous avez fait. Si oui, qu'est-ce que vous... Violente question. Oui, non, violente question, mais il y a une autre question que vous n'avez pas posée que je vais vous autoriser à répondre. Allez-y. C'est que cette mission, on dit, ah tiens, c'est bon, donc il peut aller un peu plus loin. Et le plus loin, c'est le Kivu. J'y vais la semaine prochaine. Le Kivu, c'est les seuls rebelles encore qui existent en Afrique qui font ce qu'on appelle marche longue, marche courte. C'est-à-dire qu'ils coupent les bras, voilà. C'est vraiment des rebelles bruts, ils ne partagent aucune cause, ils protègent du diamant, ils exploitent le diamant. Depuis une trentaine d'années, ils sont là et tous ceux qui approchent, ils les tuent. Il n'y a pas eu de en plus, c'est dans cette zone aussi que se trouve Goma, et Goma, c'est la capitale aussi de Bola. Donc, je mets courir les deux risques. Mais aujourd'hui, vous témoignez à visage découvert. Vous n'avez pas peur? Puisque demain, vous ça va encore dans une semaine. Oui, c'est pour ça que je demande plus. Il n'a pas peur. Merci beaucoup. Vraiment, ce qu'il ressort de ce témoignage, c'est que vous aimez vraiment votre métier. Vous aimez votre métier. Oui, j'ai un patron aussi qui aime bien ça. D'ailleurs, c'est sur cette trace que j'ai commencé, Venos Conan. Et quand vous avez un patron qui maîtrise d'abord, parce qu'il a beaucoup de métiers, qui prend quand même pas mal de contacts, puis qui vous donne les tuyaux, vous y allez. Bon. Que le Seigneur vous garde pour votre prochaine mission. Amen, j'en ai vraiment pas. Merci. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cet entretien. Nous allons passer donc à autre chose. Mais ça va, c'est vrai, on n'a plus peur, c'est terminé. On a du monde, du beau monde avec nous aujourd'hui. On aura donc l'occasion de revenir sur le public. Mais avant, partons pour la prochaine chronique de cette émission avec Raïssa Diaby. C'est-à-dire, c'est tout de suite et maintenant.
C'est à lire avec Raïssa Diaby. Alors, chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous recevons dans la chronique Monsieur Abidokun Ataba Chérif, professeur de lettres modernes et auteur. Alors, il est là. Les sentiers de la réussite. Non, mais franchement, quand Le doyen va me prêter son micro. Merci. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci bien à vous. Vous êtes là pour nous parler de votre œuvre. Effectivement. Les sentiers de la réussite. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Déjà, merci à la RTI, merci à ce midi pour cette opportunité que vous m'offrez de présenter cet ouvrage-là. Il faut dire déjà que c'est un roman qui est... vous plaît. Merci bien. C'est un roman qui est sorti à peine dans le mois de décembre, qui présente un personnage qui réussit par l'école. C'est-à-dire qu'il va à l'école, après obtention du diplôme et autres, voilà, qui a un boulot, se stabilise, famille et autres. Voilà une façon d'encourager les élèves, les étudiants, de leur dire qu'on peut, malgré tout, on peut quand même réussir en allant à l'école. Voilà, voici un peu le message. Il y a plusieurs œuvres de nos jours qui traitent de ce genre de thématique. Tout à fait. Qu'est-ce qui doit faire qu'on doit se focaliser sur votre œuvre? Déjà, il faut dire, si vous permettez, avant de répondre même à votre question, que cet ouvrage, en plus de présenter quelqu'un qui va à l'école et qui réussit, il parle également de certaines situations vécues à l'école, comme les grossesses en milieu scolaire, le phénomène du délogement qui prend de l'ampleur aujourd'hui, et plusieurs situations. Une façon de dire quand même aux jeunes, il est bien d'aller à l'école, mais il y a quand même des faits à éviter. Voilà, une façon d'aider un peu nos élèves et étudiants à suivre vraiment le chemin qui soit le meilleur. Merci. D'accord, et c'est disponible? Oui, actuellement, il est disponible déjà à la librairie Carrefour au prix de 2000 francs. Voilà, et voilà, c'est un peu cela. 80 pages, moi je lis ça en 15 minutes. Merci. Et c'est un ouvrage aussi qui est rédigé dans un langage digeste, voilà, qui est accessible à tous. On peut le lire et le comprendre déjà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Chérif. Merci beaucoup. Faites passer sur le plateau de ce midi et on vous attend une prochaine fois. Merci. Merci de la littérature. On va passer à la beauté et recevoir à présent Leslie Cissé. Elle est chargée de communication du concours Miss District. Merci de lui réserver un bel accueil. Miss District. Nous en sommes à la 12e édition. Leslie Cissé, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, vous avez déjà un micro, voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, pour cette édition, quelques innovations. Effectivement, le concours Miss District pour cette année a quelques innovations, qui est l'élection de la Miss Internet et la Miss Personality. C'est-à-dire? Le public, cette année, a l'occasion d'élire sa Miss. Donc, nous leur donnons l'occasion en votant toutes ces candidates, les 28 candidates. Les 28 candidates qui sont avec nous ici sur le plateau. Ça va, les filles? Pas trop stressées? Mais je veux le sentir. Là, je vois des personnes crispées. Vous n'êtes pas stressés? Alors faites quelque chose. Un peu de bruit. Ah là, il faut rester glamour, hein? Excusez-moi. D'accord, donc cette 28e édition aura lieu... 12e édition. Pardon, cette 12e édition pour les 28 candidates. Voilà. Donc aura lieu au Sofitel, c'est bien cela? Oui, au Sofitel, le 1er mars. À partir de 21h. À partir de 21h. Merci infiniment. Vous avez quelque chose à rajouter rapidement? Nous invitons toute la population à venir soutenir ces jeunes dames qui représentent les différents districts de la Côte d'Ivoire. Alors, rendez-vous est pris pour ce vendredi et nous vous attendons nombreux. On profite. Merci beaucoup. On profite de l'occasion pour vous inviter, éviter l'équipe de ces midi à venir. On viendra. Et bonne chance à la plus belle. Voilà, c'est donc terminé. Miss District, on va retrouver donc Priscille, la dégameuse, juste après cette page de publicité. Tous ceux qui ont profité, ils se sont abonnés. Toi aussi tu peux essayer, vraiment tu auras tout gagné, Joe. Le bonheur que tu cherches là, ça dépend de toi. Le bonus que tu cherches là, ça dépend de toi. L'internet que tu cherches là, ça dépend de toi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça est dans ta main. En 2019, le choix vous appartient. Rejoignez le réseau Move et profitez. C'est Priscille la dégameuse, avec Priscille la dégameuse. Alors, aujourd'hui sur le plateau, on va faire Caroline, on va faire
faire un petit jeu, un petit coup d'anatomie pour voir si on maîtrise certaines parties du corps humain. Alors, messieurs et dames, vous allez exécuter ce que je vais vous demander. On touche le nez, on touche la bouche, le cou, le ventre, on touche les reins, on reste là. On peut zoomer sur les reins, toucher. Voilà, ils ont touché leurs reins. Super. Alors, on reprend, on touche le nez, on touche la bouche, on tourne et on touche la nuque. Tournez, touchez la nuque, voilà, restez là. Voilà, c'est bon, vous pouvez vous asseoir. Alors, je vous explique. Les reins, là, avec la complicité de la régie, voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image, les reins, là, c'est pas ici, là. Oui, ils ont touché, là. Voilà, ça, c'est la hanche. Les reins, là, voilà, vous avez ces deux organes-là qui sont comme en forme de haricot, qui s'appellent les reins. Donc, les reins sont deux organes en forme de haricot situés dans la partie postérieure de l'abdomen, comme vous voyez sur la photo. Donc, on fait jeu des reins, là. C'est jeu des hanches, c'est pas reins. Les reins, là, c'est là. Voilà. Et pour la nuque, on va passer à la nuque. La nuque est la partie postérieure du cou située en dessous de l'occiput. Voilà, comme sur la photo. Donc, la nuque, là, c'est pas quand on 40 pouces, quand c'est comme ça, là. C'est pas ça, la nuque. La nuque, là, c'est ici, là, comme vous voyez sur la photo. Voilà. Donc, vous avez insulté les gens qui ont grosse tête cadeau. C'est pas nuque. Nuque, là, c'est ici. Voilà. Merci, c'était le petit piège. À mercredi prochain. Merci beaucoup. Nous avons eu une belle ambiance dans ce studio aujourd'hui grâce aux femmes dynamiques de Koumassi Bostou. Koumassi Bostou, merci de votre présence. Nous avons également Euroformation de Marc. Je pense qu'on va terminer l'émission avec vous. Nous avons également le comité des délégués filles de l'université de Cocody. Et on vous a déjà présenté les candidates de Miss District 2019. Et voilà, on termine, comme je le disais, avec Euroformation Makori pour avoir encore plus... Saluons tout l'ensemble du public. Nous allons permettre aux filles de faire un tour d'honneur. Et c'est sur cela, sur ces images, que nous allons vous dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro de C'est Midi.